Session du mois de novembre au Parlement européen de Strasbourg. Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. Le pape était en visite au Parlement hier. Qu'avez-vous retenu de son message? Oh, beaucoup de choses. Je crois que c'est un message assez riche, assez complexe d'ailleurs, qu'il faut certainement relire. Ça a duré quand même 45 minutes. J'en ai retenu qu'il a rappelé que la réalité était aussi spirituelle et pas seulement matérielle. Et que si on perd de vue la transcendance, eh bien on fait complètement fausse route. Il a demandé, par exemple, que l'écologie s'inspire du respect d'une nature qui est aussi la création, précisément. Il a demandé, évidemment, le respect de la vie humaine, de son origine à son terme naturel. Et il l'a fait de façon très claire. Il a demandé que l'Europe conserve son identité, et en particulier les peuples d'Europe, leur identité, une identité qu'il a décrite, y compris sur le plan, je dirais, physique, en parlant des Slaves, des Latins, des Germains, etc., dans leur diversité, a-t-il rappelé, mais aussi sur le plan intellectuel, l'héritage de Rome et d'Athènes, et bien sûr sur le plan moral et spirituel, l'héritage chrétien. Ça a été un moment, je crois, assez fort. Il a bien sûr parlé. On l'attendait un peu au tournant. Enfin, vous étiez visé par des propos sur l'immigration, à votre avis? Non, mais je crois qu'il nous interpelle quand il dit qu'on ne peut pas se satisfaire de ce que la Méditerranée soit un cimetière. Il a parfaitement raison, bien sûr. Le problème, quand il rappelle l'exigence d'accueil, c'est jusqu'où va-t-on aller? Et ce qu'il trace une piste quand même, c'est qu'il dit qu'on doit se préoccuper non seulement des effets, c'est-à-dire de ces flux migratoires de miséreux qui cherchent une vie meilleure et plus sûre en Europe, mais aussi que l'on doit s'attaquer aux causes, qui sont le sous-développement et qui sont des guerres endémiques qui ont détruit les États, certains États africains, en tout cas, je pense en particulier à la Libye, destruction, ou à l'Irak, destruction auxquelles nous, hélas, occidentaux, avons contribué. Vous parliez de dignité humaine. Il y a 40 ans, c'était la loi Veil. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il y a une proposition, une motion pour faire passer comme droit fondamental le droit à l'avortement. Oui, ce qui, je dois dire, au-delà j'allais dire, c'est effroyable de toute mesure technique, ce qui me choque incroyablement dans le concert médiatique que j'observe en ce moment, c'est qu'on présente la situation actuelle où, d'après ce que me disait ce matin la télévision, il y a 220 000 enfants à naître qui sont éliminés dans les hôpitaux publics, comme un grand progrès de l'humanité, comme un droit extraordinaire, comme un combat qu'il convient de continuer à mener. À aucun moment on ne se dit qu'un pays qui sacrifie ainsi ses enfants, plus d'ailleurs depuis les récentes évolutions législatives, dans des conditions, dans des situations de détresse, mais éventuellement de pure convenance, eh bien, c'est un pays qui est, hélas, condamné à disparaître, surtout quand il admet, évidemment, sur son territoire, des peuples beaucoup plus prolifiques et qui, eux, respectent la vie. Par conséquent, il me semble que tous les hommes de bonne volonté, quoi qu'ils pensent de cette loi, quoi qu'ils pensent de la situation des femmes qui souhaitent se faire avorter, etc., devraient se dire comment pouvons-nous au moins les aider, comment pouvons-nous proposer une alternative, comment pouvons-nous les faire en sorte qu'elles accueillent la vie, comment pouvons-nous leur proposer un autre choix que celui de faire passer leurs enfants dans leurs hôpitaux publics. Non, il y a une totale bonne conscience triomphante, et ça, je crois que c'est extraordinairement pervers et extraordinairement grave. Autre drame humain, la Palestine. Vous allez débattre au Parlement européen de la reconnaissance ou non d'un État palestinien. Votre position sur le sujet? Oui, je crois qu'il faut reconnaître cet État palestinien, même si malheureusement rien ne pourra se faire tant qu'il n'y aura pas un véritable traité de paix avec Israël. La position du Front National, je crois, est claire et équilibrée. Nous disons qu'à deux peuples qui sont là depuis des moments divers, on peut discuter
de tout cela, mais il convient qu'il y ait deux États afin que chacun vive librement sa destinée dans des frontières sûres et reconnues. Alors, Israël considère ça comme une agression, comme un péril, bon, que ça doive s'accompagner de garanties d'un accord sur les frontières. Je rappelle quand même que l'État d'Israël couvre aujourd'hui, je crois, 72% du territoire de l'ancien mandat sur la Palestine. Qu'il y ait des garanties, c'est naturel, mais inversement, enfin, est-ce qu'on peut se satisfaire d'une situation dans laquelle le peuple palestinien est occupé depuis, si je compte bien, 47 ans? On nous parle de l'occupation qui chez nous a duré 4 ans et qui est un souvenir extrêmement désagréable. Voilà, des gens qui sont occupés depuis 47 ans. Alors je sais bien qu'on me dit, oui, mais les Palestiniens, le Hamas, ne reconnaissent pas l'existence d'Israël. Bon, mais récemment, un journaliste d'une agence sioniste qui m'interrogeait disait, mais de toute façon, le peuple palestinien, c'est une invention de l'ONU. Alors la non-reconnaissance, elle est assez largement partagée. Et il faut que au moins les Européens, qui ne sont pas les ennemis des Juifs ni des Arabes, posent les conditions d'un arbitrage. Le minimum, tout de même, c'est la reconnaissance de cet État palestinien, à partir duquel la négociation doit s'engager. Il faut lancer un message. Nous ne pouvons pas faire grand-chose d'autre pour le moment, mais au moins lançons ce message. Alors un autre sujet est abordé lors de cette session du Parlement européen, le plan de relance de M. Juncker, le président de la Commission. Oui. Le plan de relance, c'est forcément positif. Oui, sauf que c'est assez mirobolant. Je dois dire que M. Juncker est un homme qui a beaucoup d'audace, d'une certaine façon, parce que d'abord, il va devoir faire face à une motion de censure qui sera certainement rejetée, puisqu'il faudra d'ailleurs qu'elle obtienne même la majorité des 2/3, mais que nous avons déposée, tous eurosceptiques confondus. Bon, c'est un grand succès, on va devoir débattre. On a dû débattre sur notre motion de censure. Bon. Monsieur Juncker propose un plan de relance de 315 milliards dont il n'a pas le premier sou. Alors on ne sait pas trop comment on va trouver ces 315 milliards. Est-ce qu'on veut créer un impôt européen? Est-ce qu'on veut faire marcher la planche à billets? C'est peut-être, après tout, ce qu'on pourrait faire de moins stupide, je ne sais pas. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on sorte 300 milliards. On a d'abord sorti 300 milliards. Parce que 300 milliards, c'est un chiffre rond, ça fait trop artificiel, on va faire sérieux. On va sortir 315 milliards. Je devrais même dire 315 milliards, 243 millions, 768 euros, 54 centimes. Comme ça ferait tout à fait sérieux. Je dirais, bon, ce sont des gens quand même qui savent de quoi ils parlent. Sauf qu'encore une fois, il n'y a pas un euro qui soit sur la table pour le moment. Alors attendons de voir. Je dirais que si ça n'était pas si triste et si grave, ce serait presque amusant. Le Front National est en congrès samedi et dimanche prochain à Lyon, oui. Capitale de la résistance française, pour oui. L'espace de 2 jours. Oui, absolument. Il y a des enjeux à ce congrès réels? Je ne crois pas qu'il y ait des enjeux internes, en tout cas, puisque, et contrairement au dernier congrès où j'étais candidat à la présidence du Front National et où Marine Le Pen l'a emporté dans cette compétition, je ne suis pas candidat, il n'y a pas d'autres candidats, donc il n'y a pas d'enjeu sur la présidence. Bon, il y a notre comité, j'espère qu'il y aura un certain nombre de personnes de qualité qui seront nommées. Alors on dit oui, mais est-ce qu'un tel va avoir plus de voix qu'un tel? Ça n'a pas de très grande importance. L'important, c'est que tous les talents et toutes les nuances de notre famille d'esprit soient représentés dans ce comité. Et je suis certain que ce sera le cas. Et puis, malheureusement, je le regrette un peu, il n'y a pas d'enjeu programmatique. Mais je m'incline devant le fait que Marine Le Pen a estimé qu'en à peine 2 jours, et c'était trop court pour refondre notre programme, en quelque sorte. Je crois que c'est important qu'il y ait un programme. Je crois qu'il est important, un programme, et pas seulement un programme présidentiel. Je crois qu'il faut un programme du Front National, qu'on sache exactement ce que le Front National propose, et nous ne sommes pas à court d'idées, même si ça doit donner chez nous lieu à des débats. Mais ça se fera sans doute dans un autre cadre que notre congrès. Mais en tout cas, ce congrès va être une grande manifestation, je pense, d'unité. Je vois bien déjà dans les questions qui nous sont posées par les médias à quel point ceux-ci souhaiteraient véritablement nous opposer les uns les autres. Oui, mais ça ne marche pas. Voilà.
Chez nous, ça ne se passe pas comme au Parti socialiste ou comme à l'UMP. Alors je sais bien que ça fait enrager sans doute nos concurrents, ça les inquiète beaucoup d'ailleurs, mais c'est ainsi. Donc je crois que cette manifestation d'unité et d'enthousiasme, elle doit contribuer à impressionner favorablement un nombre croissant de Français en faveur des idées que nous défendons pour les étapes futures. La rumeur me dit que le député européen que vous êtes prépare une surprise attachée au terroir à l'occasion de ce congrès. Donc pour ceux qui seront présents au congrès, surprise samedi et dimanche prochain. Et pour les autres, nous reviendrons dans une vidéo. Oh, la surprise, je peux la dévoiler, elle est assez simple. Vous savez que Lyon est arrosé par 3 fleuves, le Rhône, la Saône et le Beaujolais. Donc nous avons fait appel aux producteurs amis et nous sommes heureux de remettre une bouteille de Beaujolais aux participants du congrès. On reviendra sur le congrès dans une prochaine vidéo. Bruno Gollnisch, vous souhaitiez établir une nouvelle rubrique et le thème de cette rubrique serait le coup de gueule du réac. Oui, le coup de gueule du réac, parce que le réac, c'est celui qui réagit. Alors je vais m'efforcer d'épingler à chaque fois un aspect de la vie moderne qui m'horripile. Quitte à cultiver justement cette réputation peut-être archaïque, mais que je crois au contraire très novatrice, parce que je pense que nos compatriotes sont prêts à gober tout et n'importe quoi sans faire le nécessaire tri dans la modernité. Alors on parlera de choses modernes, on parlera d'informatique, etc. Mais là, j'ai vu par exemple que c'était les 30 ans de Canal+. Alors je pousse un coup de gueule, parce que j'aime bien les gens de Canal+, j'aimais surtout bien la matinale de Canal+, qui m'a invité à différentes reprises. Mais j'étais moi-même abonné de Canal+. Bon. Et puis j'ai déménagé. J'ai déménagé dans un endroit où je n'ai plus besoin de paraboles, de satellites, et où je n'ai plus le temps de regarder les chaînes, les diverses chaînes auxquelles je m'étais abonné. Alors après des années de cotisation régulière, j'ai résilié mon abonnement à Canal+. Résilier son abonnement à Canal+, ça tient du parcours du combattant. Parce que Canal+, ne vous lâche pas comme ça. Canal+ dit « Non, non, monsieur, non, non, on est en mars, mais votre abonnement, il date du mois de février. Alors il faut que vous nous continuiez à nous payer pendant 11 mois, même si vous n'en avez absolument plus l'usage. Et même si vous avez déménagé. Oui. Et même si vous avez déménagé. Alors vous dites « Non, écoutez, vous êtes bien gentil, mais je renonce à vos services. Il me semble que vous n'avez pas encore moins de raison que les assureurs de vouloir les prolonger. » Non, non, on ne l'entend pas comme ça. Et alors là, commence une kyrielle de rappels téléphoniques, de lettres de relance, de menaces, de procédures. On passe le dossier à des agences de recouvrement. On contourne votre opposition pour ponctionner directement votre banque. C'est absolument incroyable. Ce sont des... Alors vous vous dites, mais écoutez, j'ai jamais signé. Voilà, j'ai été abonné pendant des années. Maintenant, je résilie. Je vous ai envoyé une lettre commandée avec accusé de réception. C'est bon, merci, j'ai plus besoin de vos services, n'est-ce pas? Ah non, 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 mais monsieur, le seul fait que vous ayez été abonné pendant 3 mois vaut acceptation des clauses générales du contrat que nous vous avons imposé. Mais j'ai jamais signé ce contrat. Ça n'a pas d'importance. Voilà. Ce sont des pratiques absolument léonines, absolument abusives, absolument scandaleuses. J'ai constaté sur Internet, c'est le bon côté d'Internet, sur lequel nous reviendrons, que je n'étais pas la seule victime de ces manœuvres qui se traduisent, encore une fois, par des menaces, par des lettres de relance, par des messages sur mon téléphone, par des appels quand je suis dans l'hémicycle, par toutes sortes de pressions diverses qui font autant d'effet sur moi, évidemment, comme disait ma bonne grand-mère, qu'un pet de nonne sur une toile cirée, n'est-ce pas? Voilà, alors je le signale quand même, pour les gens qui s'abonnent à Canal+, songez avant de vous abonner à Canal+, aux difficultés que vous aurez à vous désabonner, puisque ce sont les 30 ans de Canal+, qui ont été fêtés par la chaîne. Eh bien, je conseillerais aimablement à Canal+, de modifier un petit peu son comportement dans ce domaine. Ça en est fini qu'on vous prenne peut-être Pour des sots. Pour des sots. Et même, si vous voulez, pour un autre mot également en 3 lettres, mais que la décence et mon statut de parlementaire m'interdit d'utiliser. Je ne voudrais pas vous rappeler votre rhume, mais je crois, Bruno Gollnisch, pour... je suis enrhumé. Pardon de la plaisanterie, mais revenons pour conclure à un sujet assez sérieux. L'hiver commence, les périodes difficiles pour nos sans-abri. Oui. Et écoutez, je ne devrais pas s'en vanter, mais je ne le fais pas du tout dans cet esprit.
D'autant plus que ma contribution a été un peu plus modeste. Mais j'ai tourné récemment avec ce qu'il appelle la maraude du pasteur Blanchard à Paris, qui, avec des moyens absolument dérisoires, une petite camionnette et fait la tournée des sans-abri. Ce sont des détresses absolument effrayantes. Et là, je dois dire, quelle que soit l'origine, la nationalité, etc., mais beaucoup de Français de souche, peut-on dire, dont on me dira que certains, après tout, ont un peu fait leur malheur en abusant de la bouteille, etc., c'est possible. Mais il y a énormément de détresse. Et en pleine nuit, il fait un travail admirable pour venir au secours de ces malheureux dont il y en a un homme déjà âgé, je vois avec sa grande barbe blanche majestueuse, et qui était là, qui dormait, qui n'a qui n'a pas un oreiller, qui n'a pas un bout de tente. Ce qu'il a eu, on le lui a pris. Quelquefois, ce sont les services de la voirie, quelquefois, c'est la police quand on les déloge d'un endroit où ils n'ont pas lieu d'être. Quelquefois, ce sont des rivaux. Ce sont des situations absolument dramatiques et qui fendent le cœur. Alors, je recommande, je donnerai l'adresse et les coordonnées la prochaine fois, je recommande chaleureusement que nos amis, y compris les plus jeunes, qui sont comme souvent les plus généreux, viennent au secours du pasteur Blanchard pour l'accompagner dans ses maraudes, pour l'accompagner dans ses efforts, et puis éventuellement pour ceux qui ne le peuvent pas, pour lui envoyer quelques subsides et lui permettre de continuer son œuvre admirable. Les coordonnées seront disponibles sur votre blog, voilà. En lien dans la vidéo. Bruno Gollnisch, nous vous remercions. Haut les cœurs. Merci.